Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre journal. Monaco, premier État européen et méditerranéen à ratifier l'accord sur la haute mer. Le pays confirme ainsi son engagement pour la conservation de la diversité biologique marine en haute mer. L'AS Monaco retrouve la Ligue des Champions. Les Monégasques ont validé leur ticket en consolidant leur deuxième place hier après leur victoire face à Montpellier. Nous écouterons la joie du président du club des supporters de Monaco, Laurent Maire, qui sera notre invité. Nous recevrons également ce soir le directeur de l'AMAPI. Luc Denis nous rappellera les missions de l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée à la veille de la journée portes ouvertes de l'établissement. Ce sont les plus grandes caves d'hôtels au monde. Les caves de l'Hôtel de Paris célèbrent cette année leurs 150 ans. Nous vous proposerons ce soir une immersion dans cet écrin au patrimoine inestimable. Il a été au cœur de l'une des plus importantes phases de négociation pour un traité aux Nations Unies, l'accord BBNJ, portant sur la protection de la haute mer, aborde une nouvelle phase, celle des ratifications. À ce jour, seulement 5 pays ont ratifié le traité, la principauté en fait partie. Pour en parler, rejoignons notre correspondante à New York. Bonsoir Alexandra Pani. C'est une étape importante pour ce traité présenté comme une victoire pour l'océan. Bonsoir à vous. Oui, 20 ans de discussions qui se sont terminées par l'adoption le 19 juin 2023 de cet accord appelé communément BBNJ. La principauté a activement pris part à ces négociations. Ce jeudi, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies a déposé officiellement l'instrument de ratification signé par le prince souverain. Je vous propose de revenir sur les enjeux de cet accord. Il s'agit de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Tel est son nom complet, plus communément appelé BBNJ ou Traité sur la haute mer. 20 ans de négociations ont permis d'obtenir enfin, en 2023, un texte qui permettra de protéger ces zones marines qui n'appartiennent à aucun État ou zone économique exclusive des États côtiers, ce qui correspond à 60% de la surface des océans et près de la moitié de la surface du globe. C'est un moment très important pour la principauté et je tiens à remercier le prince souverain qui m'a fait l'honneur, en plus d'être son ambassadeur, mais de pouvoir remettre cet instrument de ratification aujourd'hui. Ce traité donne l'exemple d'un travail conjoint entre les pays en développement qui veulent pouvoir bénéficier des ressources de la haute mer, même s'ils n'ont pas la capacité d'y accéder, et les pays comme la principauté qui a été très active, puisque déjà en 2008, avec une réunion à Monaco sur la protection de la biodiversité marine en haute mer, et puis l'atelier qui a précédé Rio +20 en 2012. Donc cette prise de conscience de devoir avoir un accord pour que les États aient des responsabilités aussi vis-à-vis de cet espace. La principauté de Monaco a depuis le début pris part activement à ce processus de négociation, les océans étant un pilier prioritaire de la politique internationale menée par le prince Albert II. Il a d'ailleurs tenu à signer cet accord le 20 septembre, dès le premier jour de l'ouverture aux signatures. Il a fallu trouver des compromis, trouver des solutions pour un texte qui tende à l'universalité et qui soit efficace et applicable. Et dans le domaine des aires marines protégées, je pense que nous avons un système qui permettra la création d'aires marines protégées en haute mer pour protéger efficacement la biodiversité marine. Du moment que tout le monde jouera le jeu, les États membres, les organisations liées à la protection de la biodiversité marine, et bien sûr la société civile qui continuera à être un partenaire clé. Mais le système qui a été mis en place dans le traité, je pense, pourra porter ses fruits à l'avenir. Ce 9 mai 2024, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco, Isabelle Picot, a déposé officiellement l'instrument de ratification signé par le prince Albert II. Cette remise s'est déroulée en présence du chef de la section des traités des Nations Unies. C'est une importance très grande, bien entendu, pour chacun des pays qui fait ça, mais surtout pour le traité lui-même, qui entrera en vigueur. Ça veut dire qu'il deviendra véritablement actif.
C'est-à-dire que les provisions qui sont à l'intérieur de ce traité prendront vie à partir d'un certain niveau de participation qui dépend de chaque traité. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur donc d'officier pour le dépôt de l'instrument de ratification de Monaco au BBNJ. C'est le 5e État à le faire. Monaco est donc le 5e pays à ratifier cet accord et le premier pays européen. Rappelons que 60 pays doivent le ratifier pour qu'il puisse entrer en vigueur 120 jours après le dernier dépôt officiel d'instruments. L'autre actualité, c'est l'AS Monaco qui jouera en Ligue des Champions la saison prochaine. 6 ans après l'avoir quitté, le club de la Principauté va retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une qualification acquise grâce à sa victoire face à Montpellier 2-0 qui lui permet de terminer à la 2e place du championnat, synonyme donc de Ligue des Champions. Objectif atteint pour les Rouges et Blancs qui ont laissé éclater leur joie à l'issue de la rencontre, tout comme les supporters monégasques. Bonsoir Laurent Maire. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président du club des supporters de Monaco. Une première réaction, tout d'abord, à la qualification de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Ah ben ça y est, c'est fait, hein. On y est. Est-ce que vous avez éclaté de joie hier, comme les joueurs qui ont communié avec les supporters oui, devant la télé, c'est quand même un peu différent, hein. J'aurais préféré franchement être au stade, je vous rassure. Mais bon, avec mes horaires de travail, ça n'a pas pu se faire. C'était un peu trop tendu. Il fallait faire un go fast sinon. Mais c'est sûr que très content, très heureux parce que de la non-qualification l'année dernière au dernier match contre Toulouse. Là, c'est une qualification directe en Champions League, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin entendre cette musique que tant de supporters de football aiment entendre le mardi ou le mercredi soir. Ça vous donne déjà des frissons, Laurent ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai changé même la sonnerie de mon téléphone. Alors je vais passer pour un bof, mais je m'en fous. Elle est déjà sur l'hymne de la Ligue des Champions ? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette qualification ? Des grands matchs en Principauté et au Stade Louis II. De grands clubs, parce que sachant que surtout on risque d'être soit au mieux chapeau 3, mais je pense que ce sera chapeau 4, vu que ça fait un bail qu'on ne fait pas de grosses perfs en Coupe d'Europe. Donc on va avoir que des gros dans la poule, je suppose. Elle est méritée, cette qualification, quand on regarde la saison des Monégasques, Laurent ? Bien sûr, parce que quand on voit... moi je parle beaucoup avec mes amis, on a un championnat de France pour moi qui n'est pas de très haut niveau malheureusement. Quand on voit que par exemple Nantes se qualifie se maintient avec 33 points et que nous, l'année où on descend en Ligue 2, on descend, je crois, avec, si je dis pas de bêtises, avec 44 points ou un truc comme ça. Et que s'il faut, on va finir à quelque chose comme 6 ou 9 points du Paris Saint-Germain, qui en fait compte, on le sait d'avance, chaque année va gagner le titre, sauf patatras. Enfin, sauf en 2017 quand on a été champion de France. Mais non, c'est un peu frustrant parce que quand on voit le profil de la saison qu'on a pu faire et ces matchs, ces non-matchs pour moi qu'on a pu faire contre ces petits clubs de avec tout le respect que j'ai pour eux, mais avec des clubs moins bien lotis du championnat de France de Ligue 1 et où on a pu faire des matchs nuls, voire des défaites. C'est un peu frustrant parce que s'il faut, à l'heure actuelle, on aurait peut-être eu une interview sur le potentiel titre de l'AS Monaco en Ligue 1, mais on ne va pas non plus se plaindre, hein. Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, c'est pas donné à tout le monde. Donc soyons heureux, soyons contents et à partir du mois de septembre, on aura des matchs de Champions League au Stade Louis II. Cette équipe était bâtie pour faire quelque chose, pour atteindre cet objectif ? Ah oui, pour moi, comme je pense de nombreux supporters de l'AS Monaco en début de championnat, on s'était déjà vu lutter avec le Paris Saint-Germain pour le titre parce que on faisait des prestations de haut vol. Je me rappelle des débuts en championnat de France au Stade Louis II. J'ai dit mais purée, ça jouait à 100 à l'heure, une touche de balle, c'était offensif, il y avait du spectacle. Enfin, c'était vraiment beau à voir. Et après, il y a eu le patatras contre Nice en derby, 2 pénaltys refusés, un match perdu 1-0 et ça a été le grain de sable dans l'engrenage. Donc voilà. Le plus dur maintenant, ça sera de conserver aussi
Les joueurs qui ont percé cette saison l'année prochaine, évidemment, à la clé, il y a la Ligue des Champions. Ça motive tout joueur à rester dans un club. Oui, bien sûr. Mais c'est forcément plus facile quand on est en Champions League de garder certains joueurs. On va pas se mentir. Donc après, bon, il y aura surtout, je pense, quelques départs qui ont été déjà reportés l'année dernière. Je pense que Youssouf Fofana, malheureusement, il partira la saison prochaine. J'espère qu'il sera remplacé par un... Enfin, même si on a déjà Zakaria, on va pas se mentir, mais après, il faudra quelqu'un du niveau de Zakaria pour l'aider au milieu défensif. Après, bon, comme tout bon supporter monégasque, on ne sait pas ce que le futur va nous donner comme nouveau propriétaire ou pas de l'AS Monaco. Est-ce que du coup il y aura tout un changement ou pas dans la direction et dans les joueurs, dans le staff, dans tout ça? Est-ce que l'entraîneur va être conservé ou pas? On ne saura pas. Malheureusement, on saura ça cet été à la trêve estivale. Laurent, cette qualification coïncide aussi avec les 100 ans du club. Cette année, la fête ne sera que plus grande, hein? Voilà. Comme on dit, les planètes s'alignent. Donc, en espérant que ça puisse porter chance les 100 ans à l'AS Monaco et qu'on puisse faire quelque chose en Champions League, ma foi. Merci beaucoup, Laurent Mer, d'avoir été notre invité ce soir pour analyser cette qualification en Ligue des Champions de l'AS Monaco. Et j'imagine qu'il y en a un qui est heureux de suivre tout ça de là-haut. C'est Jeannot Petit, pour qui nous avons une pensée ce soir. Merci, Laurent. Oui, merci. On reste dans le sport avec du basket et l'Euroleague qui a dévoilé son 5 majeur type de la saison 2023-2024. Mike James en fait partie. Après une saison mémorable qu'il a vu devenir meilleur marqueur de l'histoire de la compétition, le meneur de la Roca Team aura contribué aussi au nouveau record de Monaco avec 23 victoires en saison régulière. Mike James fait également partie du 5 majeur de la saison de Betclic Elite. Le palmarès a été dévoilé aujourd'hui à Paris au Musée du Luxembourg. Et ce n'est pas le seul monégasque à avoir été honoré. John Brown s'est lui vu remettre le trophée du meilleur défenseur par l'ancienne star du basket français Richard Dacoury. Ce lundi était le jour J pour Frédéric Stopa. Le carabinier du Prince est parti de Monaco pour rejoindre Montauban à vélo. Il emmène avec lui un chèque de 5 000 € remis par la MAD à l'amicale du 17e régiment du génie parachutiste, dont la marraine n'est autre que la princesse de Hanovre. Elle était d'ailleurs présente lors de ce départ, venu encourager Frédéric Stopa dans ce défi, ainsi que plusieurs carabiniers de la compagnie. L'association sportive monégasque de Joëlette termine sur le podium du championnat du monde de la discipline. Elle a fini 3e de sa catégorie et première au classement des équipes étrangères, faisant ainsi retentir l'hymne monégasque pour le plus grand bonheur du jeune Alessio, pilote de cette équipe. L'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, organise demain une journée portes ouvertes dans ses locaux à Fontvieille. L'opportunité de mettre en valeur le travail de l'ensemble des bénéficiaires. Ce soir, nous tenions à revenir sur les missions de cette association fondée en 1966 par Mireille et Christian Calme. Le directeur de l'AMAPI est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Luc Denis. Bonsoir. Quel est selon vous l'esprit de l'association qui fêtera bientôt ses 60 ans ? Un esprit de solidarité et d'accompagnement des personnes vulnérables en situation de handicap. Sur la principauté de Monaco, l'AMAPI donc, est une association effectivement qui va fêter ses 60 ans en 2026 puisqu'elle a pris naissance en 1966. Vous avez pris la direction de l'AMAPI il y a 2 ans maintenant. Cette association ne vous est pas inconnue parce que vous avez déjà collaboré avec elle par le passé. Tout à fait. Donc j'ai collaboré avec cette association dans les années 2000 où j'avais effectué un stage d'encadrement et puis j'intervenais également d'une façon à l'époque, d'une façon un petit peu informelle auprès de Special Olympique Monaco. C'est l'esprit que vous voulez insuffler à la tête de l'AMAPI, cet esprit de solidarité et de bienveillance ? Tout à fait, ça fait 40 ans que je travaille dans le champ du médico-social et je suis engagé effectivement dans la totalité des valeurs que présente l'AMAPI aujourd'hui. Alors l'AMAPI est divisée sur 2 sites. Expliquez-nous un petit peu cette particularité du CAPS 1 qui est situé à Fontvieille et du CAPS 2 où vous vous trouvez actuellement qui est à la Turbie.
Alors en fait, on a 4 sites, on a 4 modalités d'intervention. On a donc le CAPS 1 sur les ateliers protégés, le CAPS 2 qui se situe à la Turdie où c'est un centre, je dirais, de jour qui présente des activités pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. Nous avons aussi un foyer de vie qui accueille 9 bénéficiaires sur la commune de Cap-d'Aille et nous avons des bénéficiaires qui sont suivis dans un service d'accompagnement à la vie sociale, c'est-à-dire dans leur appartement, par une éducatrice qui intervient pour les accompagner à la vie sociale. Combien de bénéficiaires compte la MAPI aujourd'hui ? La MAPI compte actuellement 53 bénéficiaires, âgés donc de 19 ans jusqu'à 68 ans, avec tout type de handicap. 68 ans, c'est l'âge de la retraite qui est dépassé là ? Largement, mais en tout cas, la philosophie de la MAPI, c'est d'accompagner la personne jusqu'au long de sa vie et jusqu'au bout, effectivement, de son parcours de vie. Et nous le faisons au mieux et ça fait partie, effectivement, des valeurs aussi de l'association. On accueille aujourd'hui des jeunes adultes qui ont 18 ans et on les accompagne jusqu'au bout du bout. Cela fait partie des défis de la MAPI dans ce secteur qui ne cesse d'évoluer ? Ah, totalement. C'est vraiment un engagement majeur de l'association pour que chaque bénéficiaire puisse être accompagné au mieux avec un projet personnalisé. Et nous essayons effectivement de le maintenir en fonction des besoins, des attentes du bénéficiaire. On essaie de coller un petit peu aussi à ses désirs. On essaie aussi de favoriser l'autodétermination, c'est-à-dire que le bénéficiaire soit en capacité aussi, même si parfois c'est des bénéficiaires qui n'ont pas la capacité de parler, de pouvoir exprimer ce dont ils ont envie. On mentionnait tout à l'heure le CAPS 1 de Fontvieille. Ces bénéficiaires effectuent un métier. Quelles sont leurs tâches au quotidien ? Alors nous avons des ateliers protégés, nous avons des ateliers de sérigraphie, nous avons des ateliers d'espace vert, nous avons des ateliers de conditionnement, d'entretien divers à l'extérieur. On travaille aussi bien au centre du CAPS 1 à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur avec des marchés. Nous avons des partenaires qui nous font confiance et nous proposons effectivement un ensemble d'activités professionnelles pour permettre à toutes les personnes qui sont accueillies au CAPS 1 de pouvoir travailler en fonction de ses capacités, de son rythme, en respectant effectivement ses demandes. Parfois, on n'a pas forcément envie de faire des espaces verts, mais on est plus à l'aise à faire du conditionnement. Donc, on essaie vraiment de coller, de personnaliser les ateliers en fonction du bénéficiaire et de ses potentialités. Et ce sont des personnes, comme tous les bénéficiaires de la MAPI, qui font partie intégrante de la société, de la vie économique de la principauté. C'est la définition même de l'inclusion qui est ici montrée à Monaco. Oui, tout à fait. L'inclusion, elle peut être effectivement par le travail, mais elle peut aussi se faire par des activités. Donc, notre objectif, c'est aussi de leur permettre de vivre toute activité qui se fait donc sur la principauté, mais aussi en dehors de la principauté. Par exemple, au foyer de vie, au service d'accompagnement à la vie sociale, au CAPS 1 ou au CAPS 2, on peut aussi leur permettre d'accéder à des concerts, assister à des concerts donc au Nikaya, ce qu'on a fait plusieurs fois cette année, mais aussi en principauté. L'idée, l'inclusion, c'est aussi de leur permettre d'avoir une vie sociale la plus ordinaire possible. La MAPI organise demain, mardi, une journée portes ouvertes. C'est l'occasion de pouvoir mettre en valeur leur travail ? On met en valeur à la fois leur travail, mais aussi tout ce que, au CAPS 2 par exemple, même si ce sont des bénéficiaires qui ne sont pas en capacité de travailler, ils ont également réfléchi à créer des ateliers, lors des ateliers créatifs, des choses qui seront exposées. L'idée, c'est de montrer effectivement ce dont sont capables l'ensemble des bénéficiaires pour les exposer et puis permettre effectivement, à l'approche de la fête des mères, à l'approche de la fête des pères, d'offrir des présents qui peuvent être achetés au sein et qui vont aussi permettre de financer des activités, des projets pour la MAPI. Cette journée aura lieu au CAPS 1, c'est ça, à Fontvieille ? La journée aura lieu de 9h à 16h30 au CAPS 1 à Fontvieille, l'immeuble L'Albu au 6e étage. Le rendez-vous est pris. Merci Luc Denis d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler de la MAPI. Avec plaisir, merci à vous. Le saviez-vous, l'une des plus grandes caves d'hôtels privés au monde se trouve ici même, à Monaco. Il s'agit des caves de l'Hôtel de Paris. Elles célèbrent cette année leurs 150 ans, un anniversaire qui sera marqué par de nombreux événements qui mettront en valeur le patrimoine inestimable des caves. Mais comment entretient-on un tel trésor et quelle est son histoire? Les réponses dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni.
C'est ici, 12 mètres sous terre, que sont stockées les 350 000 bouteilles de l'Hôtel de Paris. Des vins sélectionnés avec soin selon les analyses de vente, avec les Champagne et Provence en haut de la liste, suivis des Bourgogne et Bordeaux, ainsi qu'une petite part de vins étrangers. On a la chance d'être dans un groupe qui fait un vrai investissement et sur le temps, et sur le monde du vin, et sur la qualité des vins. Il faut savoir qu'on achète tous nos vins ou sortis de millésime ou en primeur sur la place de Bordeaux. Par exemple, en ce moment, on est en train d'acheter le millésime 2023, qui n'est pas encore élevé. Malheureusement, il va falloir qu'on paye avant de le recevoir et qu'on va recevoir en 2025, 26, peut-être 27 pour certains élevages plus longs, et qu'on mettra sur carte en 2033, 34, 35. Donc c'est un vrai pari que prend la société sur le temps, sur la qualité du vin et après sur un vieillissement optimum. L'une des perles rares, le musée Marie Blanc, en hommage à celle qui était à l'initiative des caves avec ses flacons d'exception. L'idée, c'est vraiment d'avoir un patrimoine vin très conséquent dans la société, puisqu'on parle des 150 ans. On a des bouteilles dans le musée qui vont jusqu'à 1809, 1811, sur des cognacs Roi de Rome. Si on le remet dans le contexte de l'époque, Roi de Rome, c'est le fils de Napoléon Bonaparte. Donc ça fait quand même une page d'histoire qui est écrite dans les caves. On a des châteaux Yquem 1890, donc là aussi on est sur la fin du 19e siècle. On a la doyenne des caves en termes de vin qui est un marquis d'Aligre sur Margaux 1835. Donc c'est plein de pages d'histoire et plein de bouteilles exceptionnelles. Fondée en 1874, les caves ont aujourd'hui 150 ans. Au programme pour cet anniversaire, dîners exclusifs, conférences, masterclass, mais aussi une route des grands crus. On a proposé des vins au verre, grands crus, sur l'ensemble de nos points de vente F&B. C'est-à-dire que vous allez avoir un QR code qui va permettre à notre client de voir un petit peu cette route des grands crus tout au long de notre resort et pouvoir déguster. Autre surprise, le cognac des caves de l'Hôtel de Paris qui est remis au goût du jour. On a des eaux de vie qui goûtent entre 30 et 60 ans d'âge et c'est un produit exceptionnel. On a fait des tirages de 50 centilitres et c'est un produit vraiment exclusif. Riches de leur succès, les caves de l'Hôtel de Paris font peau neuve et s'agrandissent. Elles devraient être métamorphosées d'ici 2025. Musique à présent, régulièrement, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se produit en dehors de la Principauté pour le plus grand plaisir des mélomanes. Les musiciens se produiront par exemple au Corrégie d'Orange en juin, mais aussi au Festival international de Colmar en juillet. Prochainement, c'est au Japon que l'OPMC va voyager, les répétitions ont déjà débuté. Le reportage de José Sacré. Du 25 mai au 1er juin, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera en tournée au Japon pour y donner 7 concerts à Osaka, Chiba, Nagoya, Kyoto, Yokohama et 2 concerts à Tokyo sous la direction de Kazuki Yamada. From the beginning, I adored to take OPMC to Japan to introduce the OPMC as such a great orchestra. I really want to introduce OPMC for Japanese audience. It's a main reason. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Japon interprétera 3 programmes différents, des œuvres de Beethoven, Debussy, Saint-Saëns, Berlioz et le concerto en sol majeur de Ravel, avec en soliste le jeune pianiste japonais Mao Fujita. Very young, he is 25 years old. Actually, just 20 years old difference between I and Mao. And the Japanese audience is saying like us, like the son and the father, like that. Maybe the looks like a little bit the same. Anyway, he is a fantastic pianist. The kind of genius. Under the sunshine or under the star. Yes, and the big star in Japan that already very popular. In Japan, very famous, very popular, and then that's why already the tickets were sold out completely, and because of him, actually. Monaco Info vous proposera dès le retour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo un reportage sur cette tournée exceptionnelle au Japon.
Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco », l'occasion de mettre en lumière les artisans, les restaurateurs, les commerçants qui participent au rayonnement de la principauté. Bonsoir Christine Datomel, qui allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Oui, et aujourd'hui dans Ceux qui font Monaco, je vous propose que l'on se retrouve dans le quartier mythique de la Condamine pour parler d'une saga familiale, qui a démarré il y a plus de 40 ans de cela. Cette entreprise familiale a débuté avec notre père, bien entendu, qui s'est installé à Monaco il y a plus de 40 ans et qui a décidé de monter, en tant qu'entrepreneur, des multimarques. Nous avons actuellement 5 boutiques qui sont donc Maje, Claudie Pierlot, Sandro, Bâche et Naf Naf. Le choix des marques est tout simplement sur des maisons qui nous plaisent, avec qui on a également une belle relation, un bon feeling. Des choses qui nous ressemblent également et que l'on a plaisir à commercialiser et à emmener sur le marché monégasque. On a l'habitude de travailler ensemble et puis c'est inné. Voilà, on a toujours suivi les pas de notre père, on a été très bien formés avec son savoir-faire parce qu'il était à la base tailleur. Et donc nous avons évolué dans ce domaine depuis toute petite et donc pour nous c'est naturel. Et alors le quartier de la Condamine, c'était un choix ? C'était le choix de notre papa, qui a eu en fait vraiment l'audace de s'implanter dans ce quartier où il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et petit à petit, il a acheté des magasins et petit à petit, nous avons apporté donc ces maisons sur le quartier. Et nous avons voulu en fait continuer sur du premium, qui manquait un petit peu sur Monaco, mais le choix du quartier, oui. On aime beaucoup ce quartier. Nos équipes sont extrêmement importantes pour nous, c'est comme une famille. Et c'est vraiment les valeurs que l'on aime montrer et insuffler un petit peu à nos équipes, c'est vraiment cet esprit famille en fait. Nous avons pris un tournant il y a quelques années avec Maje, car nous avons été approchés par le groupe SMCP qui souhaitait s'installer à Monaco. Et donc nous avons monté tout d'abord Maje, puis un peu plus tard Bâche, puis Sandro, puis Claudie Pierlot. Et nous avons encore d'autres projets à venir, nous espérons courant automne 2024. Vous l'aurez compris, la famille regorge de projets. En attendant, elle vous donne rendez-vous dès le mois de septembre avec l'ouverture d'une nouvelle boutique, Carole, qui ouvrira à la place du magasin Naf Naf dans la galerie de Carrefour. Et le temps d'enfiler un pull, vous nous avez rejoint en studio Christina pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Mardi, des passages nuageux couvriront la principauté tout au long de la journée et avec 60% de probabilité de précipitation. Pensez surtout à sortir vos parapluies. Les températures seront cependant douces puisqu'elles seront comprises entre 16 et 21 degrés. Demain, nous fêterons les Mathias. Un dernier mot avant de nous quitter, sachez que 2 nouveaux invités sont venus enrichir la longue liste de personnalités de Monaco Info. Le podcast, un casting 100% féminin avec Marie Ducruet et Françoise Gamerdinger. Ces entretiens sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur Deezer, Spotify ou encore Ocha. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les experts basket avec Yannick Debever et Ali Traoré. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène dans les caves de l'hôtel de Paris. Quant à nous, on se retrouve demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.